vient cette initiative, et d'emblée on s'était dit tiens, on va faire exprès, pour montrer aussi ce que c'est que la géopolitique, de prendre un sujet vraiment hyper d'actualité, la Covid, et quelque chose d'un peu ancien, c'est-à-dire des choses qui a priori ne relèvent pas forcément auprès du grand public, quelque chose qui relèverait d'une discipline académique, comme la géopolitique. Et ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est que c'est quelque chose de pertinent, qui permet d'interroger des périodes anciennes ou l'actualité, et qu'on peut le faire avec un peu de profondeur, sans tenir, on va dire, à des constatations simples. On va essayer de montrer que, notamment pour la période ultra-contemporaine que Julien Vasquez va traiter, on ne le fera pas dans un esprit journalistique, mais en tant qu'historien. Et c'est ça qui est important. Donc voilà ce que je voulais dire en préambule. Donc l'Institut de géopolitique Le Barthou, c'est une association qui regroupe l'ensemble des professeurs d'histoire géo du lycée Le Barthou, que ce soit dans le secondaire, que ce soit dans les classes préparatoires. Et également, les élèves, et notamment ceux qui suivent l'aspect, puisque maintenant il y a des spécialités au baccalauréat, histoire, géopolitique et sciences politiques. Donc, vous voyez, le terme de géopolitique fait irruption de manière officielle dans les textes, et des étudiants de classes préparatoires, notamment en Cagne et en prépa EC, qui, à leur niveau, suivent de l'histoire ou de la géopolitique, mais pour ce qui est de la Cagne, il y a beaucoup de géopolitique dans les programmes. Donc voilà, l'idée c'est de faire un continuum, et à partir de là, faire des manifestations, organiser des choses pour nos étudiants, et au-delà. Donc nous avons créé, je vais vous montrer un blog qui est en ligne, et qui est là pour montrer, alors ça s'appelle les carnets de l'IGLB, pour montrer nos actualités. Ah, c'est pas projeté, pourquoi? Moi je l'ai. Il y a un souci de... Là, on va voir un couac. Pourquoi ça passe pas? Il n'y a plus rien. Là, oui, la régie, il y a un petit souci. Moi j'ai des trucs sur l'écran et ça ne passe pas sur le vidéoprojecteur. Donc, voilà, on va résoudre le petit problème technique. Donc voilà, l'idée c'est que ce site qui est sur la plateforme Hypothèse permet d'avoir on va dire une vue d'ensemble de nos activités, d'un cours de construction, et je pense que dans quelques temps, ça sera une ressource qui sera utilisée par d'autres personnes, y compris à l'extérieur du lycée. Apparemment, tout est bon. Voilà. Donc pendant que on est en train de voir si ça redémarre, je vais peut-être commencer tout de suite. Donc le premier exposé, voilà, Julien me laisse la place, et je lui laisserai ensuite la place, bien entendu. Donc je vais vous parler d'histoire locale, mais justement en ne faisant pas d'histoire locale. Il s'agit là de traiter d'un événement dont nous commémorons plus ou moins la date, c'est-à-dire la venue à Pau en octobre 1620 de Louis XIII, et de voir comment cet événement, qui a provoqué à la fois le rétablissement du catholicisme dans le Béarn et uni le Béarn à la France, s'inscrit pas simplement dans une problématique locale, le rapport entre une région périphérique et le centre, le royaume, mais aussi dans une perspective plus large, plus européenne, bref, plus géopolitique. Alors, effectivement, la géopolitique, définition très simple pour essayer de comprendre ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est finalement l'étude des rapports de force dans leur dimension spatiale. Voilà, chose de très, très basique. Et c'est finalement ce que nous, on dit à nos étudiants, une problématique qui permet ensuite d'aborder des choses, un angle de vue, qui permet donc de montrer les enjeux. Le terme enjeu est un terme très récurrent à la géopolitique, c'est-à-dire au fond, c'est étudier les phénomènes pas simplement dans leur cause, leur déroulement, leurs conséquences immédiates, mais dans un cadre plus large,
qui leur donne une signification et un poids plus important. En clair, ce qui s'est peut-être passé à Pau dépassait j'allais dire, le ressenti et, on va dire, les choses nouvelles pour les Bernais qui en ont été à la fois les spectateurs et involontairement, peut-être pour certains, les acteurs. Alors je vais vous montrer le site, si je vais par là. Oui, le site, du coup, je l'ai enlevé. Bon, c'est pas grave, on va passer directement à l'exposé. Donc cette notion d'enjeu, c'est une façon aussi d'interpréter les choses, de mettre en perspective et de montrer qu'il ne faut pas faire les choses de manière cloisonnée. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, le plus grand historien du XIXe siècle, Jules Michelet, avait au milieu du XIXe siècle fait un texte pour raconter donc cet épisode d'octobre 1620, dans lequel il s'est essayé à cet exercice. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est complètement faux ce qu'il raconte. Alors, bon, c'est comme ça, ça prouve que l'histoire a avancé en un peu moins de 2 siècles. Si le plus grand historien est contredit par un historien moyen comme moi, oui, donc ça veut dire que quand même l'histoire progresse. Mais c'était quand même, je ne vais pas dire intelligent, mais enfin c'était quand même astucieux. Alors, quelle était sa problématique? C'est de dire, voilà, il s'est passé, quand Louis XIII est venu à Pau, une véritable révolution, il utilise le terme, qui concernait finalement le fonctionnement de la monarchie. En clair, pour lui, c'est à cette occasion-là que Louis XIII a inauguré, sur le dos des Palois, si j'ose dire, l'absolutisme. Alors c'est faux. Henri IV, le premier véritablement à avoir mis en place l'absolutisme, mais à l'époque, il y avait le bon roi Henri et puis le méchant Louis XIII. Tout est fondé, si vous voulez, sur ce contraste. Et en fait, pour lui, il faudra une seconde révolution pour mettre à bas ce qui a été créé à Pau. Et pour lui, il le dit bien, c'est un événement du coup, qui concerne toute la France et même toute l'Europe. Donc, un ordre de Pau, selon lui, l'absolutisme aurait ensuite recouvert plus ou moins l'Europe. Alors, c'est complètement faux, mais c'est quand même, voilà un peu l'exercice. À l'époque, la géopolitique n'existait pas, le terme n'existait pas. Et finalement, c'était une approche géopolitique avant la lettre de la part de Jules Michelet. Donc, pour essayer de vous montrer comment les choses se passent, eh bien, voilà. On va faire une première partie sur une guerre froide. Oui, je fais exprès d'utiliser des termes très géopolitiques, entre deux puissances dynastiques, l'Habsbourg contre les Bourbons. Deuxième partie, une crise théologico-politique qui affecte tous les États, qui a des répercussions internationales. Et enfin, la rivalité dans le leadership de l'Europe catholique entre les deux familles, c'est-à-dire l'engagement progressif de la France dans la guerre de 30 ans. Alors, je vais aller très vite, tout de suite je plaide coupable vis-à-vis de certaines personnes dans la salle qui sont très au fait de tout ça. Je vais survoler. Le but, c'est plutôt de mettre les choses en relation que véritablement d'approfondir, de prouver. Alors, la première remarque que l'on peut faire, c'est que le Béarn, évidemment, est une frontière entre ces deux blocs. Alors, je vais essayer de retrouver. Alors, on va prendre une carte. Voilà, qui vous montre un petit peu la fonction. Frontière entre deux puissances, c'est vrai, qui se sont affrontées, et clairement, les Habsbourg constituent la première puissance, non seulement européenne, mais mondiale à cette époque-là. La France n'est qu'une puissance émergente. Et en même temps, deux modèles de monarchie assez différents. Donc on va essayer de voir comment cette hégémonie des Habsbourg, donc sous Philippe III, Philippe IV, donc à la fois quelque chose qui est un repoussoir pour la monarchie française, mais aussi un exemple. Très simplement, par exemple, ce qu'on appelle le gouvernement par valido, par favori, c'est quelque chose qui a été mis en place en Espagne et que finalement Henri IV va utiliser, parce que même si en France on n'aime pas le terme de favori, Sully n'a pas d'autre qualité que cela. Il n'est pas, à proprement parler, le Premier ministre, mais bien le favori du roi. Et ensuite,
effectivement, Louis XIII fera la même chose. Donc vous voyez qu'il y a comme ça des éléments perturbants. Alors certes, en 1615, il y a eu le fameux double mariage hein, entre donc, les deux familles. Un mariage donc d'Anne d'Autriche avec Louis XIII et Élisabeth de France avec Philippe IV. Et vous savez qu'il y a eu un échange hein, des princesses sur l'île des Faisans, très symbolique sur la limite entre les deux monarchies. Alors même s'il y avait ça, les relations sont toujours quand même très tendues. D'accord ? Ce qui est intéressant de noter, hein, c'est que cette monarchie espagnole, qui est fondée en fait autour de la domination de la famille des Habsbourg, vous le voyez, elle est finalement en deux blocs. Hein, donc la branche autrichienne et la branche madrilène, on va l'appeler comme ça, qui a des États donc ici en rouge. Cette domination n'est pas donc personnelle. Hein, on parle de monarchie composite parce que déjà, hein, il y a deux souverains, dont un qui porte le titre très honorifique hein, d'empereur hein, du Saint-Empire, et de l'autre, un roi qui aspire à l'universalité, parce qu'au-delà, effectivement, de la péninsule ibérique, qui à l'époque est entièrement dominée, il y a effectivement hein, le début de l'empire colonial, notamment en Amérique. Donc, cette monarchie, on dit qu'elle est composite. Et on le voit très nettement hein, dans les titres. Les rois de France sont rois de France tout court. Hein, ils ont un rapport au territoire qui est on ne peut plus simple, pour ne pas dire simpliste, alors que le roi d'Espagne n'est pas proprement parler roi d'Espagne, hein, il est roi de Castille, roi d'Aragon, roi de Navarre, etc., comte de ceci, seigneur de telle ville, et ça prend 15 lignes et ça se termine par etc. Et le etc. est très important. Hein, et ça fait ricaner les juristes français hein, du début du XVIIe siècle, qui trouvent ça complètement stupide ou abracadabrant, parce qu'il y a des endroits où on ne sait même pas où c'est, eux ne savent pas le situer sur une carte. Quoi. Pour eux, le roi de France, voilà, la France résume tout. Vous voyez que déjà dans la titulature, il y a quelque chose qui est très différent. Une monarchie aussi polycentrique du côté espagnol, parce qu'il faut à la fois gérer la diversité, notamment à l'intérieur de la péninsule ibérique, et également l'éloignement. Et il y a quelque chose de très spécifique, c'est ce qu'on appelle les vice-rois. En Navarre, il y a un vice-roi qui est la représentation vivante hein, du roi. Mais on en a aussi, effectivement, au Pérou, etc., des vice-rois. Donc c'est une manière à la fois d'être présent partout pour des sujets qui ont leur propre institution, leur propre fueros, etc. Et en même temps, ce système a été étendu à la surface du globe, si j'ose dire, pour résoudre le problème de la distance, hein, tout simplement, et le fait que ça ne peut pas être du tout une monarchie centralisée. Alors autant dire que ça n'a rien à voir avec le système français, hein, qui est centralisé, alors je ne vais pas dire dès l'origine, ça serait excessif, mais en tout cas la centralisation, hein, c'est quelque chose qui est en route, si vous voulez, depuis Philippe Auguste, hein, en gros. Hein, c'est vraiment un projet des Capétiens et qui est passé ensuite chez les Valois et qui est en train de passer, évidemment, vous l'avez compris, chez les Bourbons. Donc, voilà, en France, mon deuxième point, hein, c'est une idéologie qui est fort différente. Alors, on va essayer de retrouver ça. Voilà. Très différente. Hein. Cette monarchie est centralisée et déjà, on peut dire que cette centralisation autour de la personne du roi, cette situation où finalement on devient français, si j'ose dire, en étant directement rattaché au roi, tout cela amène en filigrane quelque chose que la Révolution française va développer en proclamant la nation, hein, l'idée de grande nation, même dans le courant de la Révolution, où on va même rattacher hein, par les départements des Italiens, hein, des Belges, voilà, des Flamands ou Wallons, des Allemands qui rentrent hein, dans la grande nation. Vous voyez que la question de la langue hein, est tout à fait accessoire et encore moins, on va dire, les différences, tout cela étant soumis à la même loi. Donc vous voyez comment finalement ce projet hein, de la monarchie française a été extrapolé et non plus avec un souverain, mais en mettant en exergue une sorte de peuple français, mais au sens abstrait hein, du terme.
quelque chose d'important aussi, on est à une époque, donc début du VIIe siècle, où le principe cuius regio, eius religio, c'est-à-dire à tel roi, ou à tel prince, telle religion, s'applique plus ou moins bien, depuis la paix d'Augsbourg qu'il a imposée, un peu par la force, au sein du Saint-Empire germanique. L'idée, c'est ça, c'est que la norme, c'est que l'ensemble des sujets aient la même religion que leur roi, à une époque où la foi, fides, c'est aussi quelque chose qui relève de la fidélité politique. Mais ce principe-là est quelque peu, on va dire, suivi de manière différente, là aussi, par les monarchies. Côté Habsbourg, on a vraiment une volonté très forte de l'appliquer dans toute sa rigueur, au moins dans la péninsule ibérique, puisque c'est un échec, finalement, ce principe à l'échelle de l'Empire, où chaque prince de l'Empire fait ce qu'il veut. On est toujours à un droit fil du décret de Limpieza des Sangles, de la fin du XVe siècle, de cette notion de pureté religieuse qui a, vous le savez, débouché d'abord sur l'expulsion des Juifs, et qui en 1609, donc c'est tout frais, a abouti à l'expulsion des Morisques, donc à l'impulsion de Philippe III. Et on va dire que c'est à peu près 270 000 Morisques qui sont ainsi expulsés de l'Espagne sur les 300 à 400 000 qui étaient présents encore dans le royaume et les différentes entités du royaume. Au moment de l'expulsion, ces Morisques arrivent sur la frontière, dans notre région, que ce soit dans le Pays Basque ou dans le Béarn, et à l'époque Henri IV met en place tout un système pour les protéger, les transférer vers les ports de la Méditerranée pour qu'ils puissent ensuite aller vers le Maroc ou la Tunisie. Cela est condamné aussi très clairement a posteriori par Richelieu. On voit que du coup, pourtant Richelieu a mené aussi on va dire une politique contre le parti huguenot. Cette idée d'expulser les gens pour la foi, c'est pas quelque chose qui est propre véritablement à la France. Élément aussi très important pour comprendre cela, la situation de l'édit de Nantes est quand même assez incroyable pour l'époque, où finalement on considère que les sujets protestants ont des droits reconnus, ce ne sont pas des citoyens de seconde zone. Donc on voit que la France n'a pas mis clairement, pour des questions de paix civile tout simplement, ce principe, pourtant universellement admis, et même si on va revenir sur un certain nombre de choses. Donc je vais passer à mon deuxième point, la crise théologico-politique. Alors je vais faire un petit intermède. La géopolitique, c'est ça aussi, c'est prendre des concepts très contemporains, ou on va dire des concepts nouveaux, sociologiques. La théologie politique, c'est un terme qui a été inventé par le sociologue allemand Carl Schmitt, qui était longtemps sulfureux, mais aujourd'hui, bon, on peut utiliser quand même ces concepts. L'idée, le postulat, on va dire, de Carl Schmitt, c'est de dire que au fond, à tel système de pensée religieuse correspond tel principe de gouvernement politique. Et que donc tout concept religieux finit par se décliner de manière politique. Et résultat, si vous changez quelque chose, et des fois c'est juste un iota dans le corpus des dogmes, eh bien immédiatement il y a des répercussions sur les pouvoirs, parce que ces pouvoirs sont fondés sur cette homologie entre le divin, le religieux et la puissance sur terre. Il faut remarquer que du coup, il y a des divergences politiques entre les protestants et les catholiques, mais à l'intérieur même des confessions, des débats extrêmement houleux. Ces débats sont des débats internationaux. Il y a un débat, par exemple, entre Jacques Ier et le cardinal Bellarmin, sur les questions de serment d'allégeance, etc., qui impose Jacques Ier donc, en Angleterre, aux catholiques. Le cardinal Duperron, qui était un proche d'Henri IV, intervient dans ce débat. Ce débat rejaillit en 1614-1615 au moment des États généraux en France sur la question de la puissance royale qui serait de droit divin ou pas. Et l'Église catholique se mobilise pour éviter que ce soit voté d'une certaine manière. Chez les protestants, c'est même pire. En 1618, donc vous voyez, on est très proche de notre date, il y a le synode de Dordrecht qui oppose les arméniens et les gomaristes. Alors je vais vous faire ça très simplement. En gros,
comment dirais-je, il y a une opposition entre ceux pour qui c'est l'État qui doit prévaloir sur la religion, ce sont les arméniens, et les gommaristes qui estiment que non, c'est la religion qui doit en quelque sorte finaliser l'action de l'État, et eux sont intransigeants, ils veulent pour le coup l'unité religieuse, y compris à l'intérieur du protestantisme. C'est eux qui sont majoritaires et qui vont persécuter du coup les Arméniens qui sont expulsés. Alors ce qui est assez amusant, c'est que parmi les gommaristes, il y a des gens comme Altusius qui s'inspire beaucoup de Lambert-Dano qui a enseigné la théologie en Béarn. Donc vous voyez, on est là dans une circulation des idées sur cette question de l'adéquation entre le politique et le religieux. À cette époque, Grotius, qui était lui du côté des Arméniens, réussit à s'échapper, parce que certains ont été, comment dirais-je, mis à mort, condamnés à mort à cause de leurs idées arméniennes, et il vient se réfugier où? À Paris, auprès de Louis XIII, et il va dédier un de ses principaux ouvrages à Louis XIII. Et en même temps, Grotius, c'est quelqu'un qui va influencer Pierre de Marca, vous voyez, un Palois, qui écrit en 1640 le De Concordia, pour à la fois s'inspirer mais contredire. Grotius, qui est quand même un protestant, dans la manière dont il envisage du coup l'approche ce qu'on appelle le ius circa sacra, c'est-à-dire le droit sur les choses sacrées, c'est-à-dire le droit qu'aurait l'État pour gérer la religion. Marca n'est pas d'accord pour que ce soit entièrement le roi qui chapeaute tout, ou la puissance politique qui chapeaute le tout. Bien, donc on est là dans des débats très complexes, où la question religieuse et la question politique sont étroitement liées. Alors je vais aborder effectivement comment, en France, la crise béarnaise va entraîner aussi une déstabilisation des rapports entre les protestants et la monarchie. Alors, j'ai, dans un ouvrage que j'ai publié il y a un certain temps, montré que cette agitation, qui est à la fois religieuse et politique en Béarn, était encore inspirée par les théories des monarchomaques, c'est-à-dire pendant la guerre de religion, c'était les protestants, mais il y avait aussi des catholiques qui étaient d'accord avec cela, qui estimaient que le pouvoir royal ne pouvait pas tout faire, etc., et que ce qui comptait effectivement c'est la religion, et que du coup ce pouvoir politique devait se soumettre à une sorte de contrat. Et si jamais effectivement le souverain ne respectait pas la loi de Dieu, eh bien on pouvait s'en débarrasser, on pouvait le démettre, voire peut-être même le tuer. Donc vous voyez que ce sont des idées qui ont eu un certain impact sur à la fois le geste du moine Clément qui assassine Henri III, et quelque part aussi, même si c'était un illuminé total, un Ravaillac qui est persuadé qu'Henri IV, effectivement, est quelqu'un de profondément impie, qui, en voulant déclarer la guerre au Habsbourg, commet quelque chose d'impie et donc l'assassine. Donc c'est quelqu'un qui bénit au fond dans cette culture-là, même si probablement lui ne saisissait pas toutes les subtilités. Donc ces théories monarchomaques, c'est quelque chose qui effectivement a été profondément nié par la monarchie française et par tout un courant de pensée, au contraire étatiste, qui a imposé l'idée au contraire d'une souveraineté qui ne se partage pas. C'est très clairement le point de vue de Jean Bodin, par exemple, à la fin du XVIe siècle, et repris par quantité de juristes qui vont dans le sens de ce que nous on appelle l'absolutisme, un roi absolu, et qui finalement, Louis de bonne grâce peut, on va dire, accorder des choses à ses sujets, c'est à cela qu'on reconnaît le bon roi, mais qui n'est pas lié en quelque sorte par un serment, même le serment du sacre, pour reprendre la problématique strictement catholique. Donc on retombe sur ces sujets, ces controverses politico-religieuses, celles aussi entre les protestants à Dordrecht, qui reprennent également eux aussi les idées des monarchomaques, du contrat, etc. Donc il y a une actualité à nouveau dans ce contexte de déstabilisation de l'Europe au début du XVIIe siècle. Et les protestants béarnais vont reprendre cela en interprétant finalement les institutions du Béarn à la lumière des théories monarchomaques. Puisque, traditionnellement, au moment de l'avènement,
le prince de Béarn, appelons-le comme ça, doit d'abord prêter serment de respecter les forts, et en échange de quoi il obtient le serment de fidélité de ses sujets. Donc, il y aurait là une sorte, autour du double serment, un contrat entre les deux, et dans le préambule des forts, on dit bien que autrefois, c'est de la mythologie bien sûr, le Béarn se gouvernait un peu par république, et qu'à un moment donné, les Béarnais ont souhaité avoir comment dirais-je, un seigneur. Et qu'ils en ont trouvé un, mais ça n'allait pas, ils l'ont tué, l'autre, c'est pareil, ils ne respectaient pas l'effort, et finalement, ils sont allés trouver un nourrisson, etc. Ça, c'est marqué dans les vieux forts. Alors, ça a été un peu édulcoré dans le fort moderne du XVIe siècle par Henri de Dalbret, donc le grand-père d'Henri IV, qui trouvait que bon, c'était un peu fort de café, et donc on ne parlait pas des meurtres. Vous voyez, déjà, ça commençait à être considéré comme quelque chose d'inconvenant par rapport à la puissance. Il y a une petite réinterprétation absolutiste avec Henri de Dalbret, mais c'est resté dans les consciences. Et donc en refaisant toute une agitation pour empêcher le retour du catholicisme en Béarn, et en mettant en avant cette interprétation monarchomaque des forts, évidemment c'était un défi à la puissance royale. Donc quand en octobre 1620 Louis XIII vient, c'est pour rétablir son autorité, et en même temps, il va accepter. Certes, il impose le rétablissement de la religion catholique. Certes, il impose aussi le fait de désormais appliquer dans le Béarn et dans la Navarre la loi salique pour que l'union ne soit plus une union personnelle, mais une sorte d'union définitive entre les deux couronnes. Donc ça, il n'a demandé l'avis à personne. Mais en même temps, il s'est plié, on va dire, à la prestation de serment. Donc il a prêté serment sur les forts, en échange de quoi il a reçu le serment de fidélité des sujets. Et tous les rois, jusqu'à Louis XVI, vont accepter cela au début de la règne. C'est-à-dire qu'il y aura une délégation qui sera envoyée, etc., pour l'échange des serments, aussi bien pour le Béarn que pour la Navarre. Donc on a quelque chose qui est totalement, on va dire, en dehors des clous par rapport à la tradition centralisatrice, puisque du coup, ces rois sont rois de France et de Navarre, d'accord, alors que logiquement, tout ça, ça aurait dû être absorbé. Donc il y a cette distinction qui n'est pas vraiment, on va dire, dans la culture, dans l'idéologie de la monarchie française, et en même temps, un contractualisme, alors qui n'est pas du tout dans le cadre de l'absolutisme, et qui est donc une version particulière pour ces sujets-là. Alors, on va parler maintenant de cette rivalité dans le leadership à l'intérieur de l'Europe catholique. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que, comme je l'ai dit un peu pour présenter cette conférence, il y a deux événements qui ont presque lieu en même temps, à la fois à Pau, où on impose dans un territoire le retour au catholicisme, et en même temps, dans l'Empire, un petit peu la même chose, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus brutale, puisqu'il y a la bataille de la Montagne Blanche, qui est au début du mois de novembre, en 1620, où, donc, après l'échec des armées du roi de Bohême, qui est un roi électif et élu, eh bien, l'empereur impose d'abord sa personne, et surtout va imposer une vague de recatholicisation de la Bohême, qui était un lieu où il y avait des protestants hussites, etc. Et tout cela va déclencher véritablement ce qu'on appelle une contre-réforme, c'est-à-dire qu'il s'agissait bien là de convertir des populations qui jusqu'alors étaient enracinées majoritairement dans la réforme. Même si c'était un peu plus compliqué sur place. Là, je vous fais les choses de manière très simple. Alors oui, dans le cas de Louis XIII, on a parlé de promenade militaire. C'est à peu près 4000 personnes, grand maximum, qui sont venues armées dans la vicomté. Et encore, le roi lui-même, il est venu à la tête d'une petite troupe, sans doute de 800 personnes, grand maximum, avant que, j'allais dire, le gros de l'armée ne le rejoigne après. Donc, c'est plus une démonstration de souveraineté que véritablement, une occupation militaire
qui s'est passé, contrairement à ce que dit notamment, je parlais de Louis Michelet, qui lui décrit ça comme quasiment des dragonnades, etc. etc. Donc on est dans quelque chose qui est resté, on va dire, dans l'expression, la mise en scène de l'autorité, plus que dans le déploiement de la force et la coercition. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que se posaient donc deux problèmes, en fait, à ce moment-là, qu'il fallait résoudre, à la fois le problème de l'articulation entre le Béarn et la France, faire quelque chose de stable, comme je l'ai expliqué, et en même temps la question du rétablissement de l'Église catholique, puisque à l'époque de Jean d'Albret, on avait saisi l'ensemble des biens de l'Église, on les avait revendus. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que cet édit de main levée, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui était contesté par, on va dire, la minorité à la tête des institutions, une minorité protestante calviniste qui est à la tête en fait, des institutions, c'était pas quelque chose de simple pour l'Église, puisque en fait ça donnait simplement le droit à l'Église de racheter ses propres biens. Donc il fallait indemniser les propriétaires, ou les familles des propriétaires qui avaient acheté, non seulement de la somme, mais peut-être aussi des intérêts. Donc c'est finalement l'Église qui va devoir repayer son capital. C'est quand même pas rien. Alors que une décision analogue a été beaucoup plus brutale dans le cas de la Bohême, où là carrément on a spolié les gens. Autre élément aussi qui montre qu'il y a eu quand même de la part du roi une certaine modération, c'est que ensuite, pour appliquer cet édit, à la fois de restitution des églises, qui étaient devenues parfois des temples, mais à la fois pour expliquer les choses, il y a eu toute une tournée en 1621 organisée par les juges du Conseil souverain, qui est en train de se transformer en Parlement de Navarre, dont Pierre de Marca. Et donc au cours de cette tournée, quand les choses étaient tendues, Marca faisait comme ça, haranguer les gens devant l'Église pour leur expliquer que le roi avait créé les conditions de la paix, de la concorde, etc. etc. Donc il s'agissait bien d'éviter ensuite des tensions dans la mise en pratique. Alors néanmoins, on peut parler aussi, malgré tout, de contre-réforme dans la quai du Béarn, parce que après 1620, les ordres religieux, les nouveaux ordres religieux en particulier, vont se déployer, j'allais dire, dans toute leur splendeur. Déjà, Henri IV les avait autorisés dès 1607, 1608 à venir faire des missions en Béarn. Donc les jésuites vont s'installer, c'est comme ça que le lycée de Barthou va apparaître, ça ne s'appelle pas comme ça bien sûr à l'époque, c'est le collège des jésuites. Les barnabites à l'Escar, et aussi apparition de sanctuaires forts qui mettent en exergue la Vierge Marie. La Vierge Marie est véritablement utilisée par la contre-réforme comme arme idéologique contre le protestantisme. Et là, c'est le sanctuaire de Bétharram, où d'ailleurs les anciens protestants font des dons, etc., pour faire un peu oublier leurs errances confessionnelles, et donc où il y a des miracles, donc ça veut dire que Dieu quand même apprécie tout ça, paraît-il. Bien. Un détail aussi très important, quand Louis XIII rentre à Paris, il n'y a pas eu de triomphe, il n'y a pas eu d'entrée royale, on n'a pas célébré le roi victorieux. Autrement dit, lui-même ne considère pas que c'était une épreuve de force, que c'était la guerre, donc volonté de ne pas humilier, en quelque sorte, ces sujets béarnais. Alors qu'en 1628, quand il y aura la reddition de La Rochelle, là, par contre, ça a été des grandes festivités à Paris, feu d'artifice, arc, etc. On célèbre le roi de guerre qui a vaincu les hérétiques et qui a accordé son pardon. Mais on est dans le cérémonial de l'entrée royale, ce qui n'a pas été réalisé dans le cas du Béarn. Alors, quelques mots, effectivement, sur la bataille de la Montagne Blanche. Bon, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais ce royaume de Bohême rentre donc désormais sous l'autorité directe des Habsbourg. Ferdinand II devenant, après la bataille, le roi de Bohême, il restera jusqu'en 1637. Il y aura quand même 27 décapitations, d'accord, immédiatement après la bataille. Et une vague de contre-réforme catholique. Là aussi, on instrumentalise la Vierge Marie, le culte marial. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que du côté des Habsbourg, alors que ce soit en Espagne, surtout en Espagne, mais aussi du côté d'Habsbourg, donc du Saint-Empire,
c'est une version un peu particulière du culte de la Vierge Marie, c'est l'Immaculée Conception. Il y a là une sorte de syndrome, si vous voulez, lié à cette notion de pureté, de pureté de sang, de pureté tout court, comment dirais-je, de mettre en exergue un culte qui célébrerait la pureté de la conception de la Vierge. Chose qui fait débat au sein de l'Église catholique, qui n'est pas du tout un dogme. Alors les jésuites sont à fond là-dedans, sans mauvais jeu de mots, l'Espagne y trouve son compte parce qu'on est là dans cette célébration de la pureté, de quelque chose qui colle bien donc, à la pratique donc de pureté religieuse à l'intérieur du pays. Donc au-delà de l'Espagne, ce sont bien les Habsbourg. Côté français, alors il y aura quelques tentatives, il y a débat, mais finalement ça ne va pas prendre tant que ça, l'Immaculée Conception à cette époque-là. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est les jésuites, et qu'on a un gallicanisme très fort dans le royaume, donc on se méfie de tout ce qui vient des jésuites. Et à l'intérieur même du parti des Vaux, il y a toute une branche augustinienne qui est franchement hostile j'allais dire, c'est pas encore un dogme, en tout cas cette croyance qui est tolérée par l'Église, mais qui n'est pas véritablement dans le credo quelque chose qui constitue la foi catholique. Il y aura bien à un moment donné, à un moment du vœu de Louis XIII, en 1638, une évocation, voilà, de l'Immaculée Conception. Mais par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est présent à Bétharram, par contre, vous le savez, l'Immaculée Conception, ça sera à Lourdes, puisque là, la Vierge s'est adressée à Bernadette Soubirous en lui disant « Je suis l'Immaculée Conception », en Bernay en plus, je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculade. Donc, comme quoi, ça va nous venir bien plus tard. Ce qui montre bien que les courants mystiques, etc., continuent évidemment à circuler. Alors, je vais terminer en parlant de Richelieu contre les dévots. Alors, Richelieu, à l'époque, n'est pas le principal ministre, il va le devenir au cours des années 20, et c'est lui qui va mener à bien cette reprise des guerres de religion destinée à mettre fin aux privilèges politiques des Huguenots, jusque donc à la paix d'Alès en 1629. Richelieu qui dénonce ce qui était un État dans l'État. L'expression a été utilisée par lui à l'époque. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand cette affaire sera terminée, c'est-à-dire qu'au fond, le protestantisme continue à pouvoir être professé en France, il n'y a pas de souci, mais il n'y a plus de place forte détenue par les protestants, ils sont sous l'autorité directe du roi, comme tout le monde. Donc, vous voyez, on retrouve là l'idéologie française, de la monarchie française, telle que j'ai expliqué tout à l'heure, va naître un débat au sein du Conseil du roi entre la tendance des dévots, et donc Michel de Marillac, qui est le chancelier quand même, donc le premier personnage de l'État, qui lui voulait poursuivre la lutte contre le protestantisme à l'extérieur. Donc en clair, faire une alliance avec les Habsbourg pour éradiquer à l'échelle de l'Europe le protestantisme. Et Richelieu qui ne veut pas ça. Alors Richelieu est à la tête de ce qu'on appelle les bons français, ou les étatistes, c'est nous qui les appelons comme ça, qui estiment qu'il faut privilégier, que l'État doit avoir ses propres objectifs, et non pas les objectifs religieux, et que donc l'intérêt de l'État, c'est effectivement ne pas assurer, ne pas supporter l'hégémonie des Habsbourg. Et donc au contraire, la politique, c'est de venir en aide aux puissances protestantes contre l'hégémonie des Habsbourg. Même si Richelieu était un catholique convaincu, bien évidemment, c'est un cardinal, et il avait mené cette guerre contre l'État dans l'État. Donc, cette affaire-là va être tranchée, vous le savez, lors de la fameuse journée des dupes, en 1630. Louis XIII a semblé un peu vaciller entre les deux factions, mais finalement, le soir, c'est Richelieu qui obtient gain de cause, et attention, la propre mère du roi sera expulsée de la cour, et plus tard quasiment du royaume. Donc en 1631, c'est quand même un drame familial. Louis XIII a choisi véritablement quelque chose d'idéologiquement fort, au détriment de Marie de Médicis qui penchait sur toute autre chose. Et tout cela va déboucher sur quelque chose qui devenait du coup inéluctable en 1635, donc l'entrée officielle de la France dans la guerre de 30 ans, puisque jusqu'alors c'était un phénomène qui était, depuis 1618, propre
à l'Empire, avec la défenestration de Prague, la Bohème, etc., tout ce que je vous ai évoqué très rapidement. Alors en conclusion de mon exposé, je laisse la parole à Julien, on voit que finalement, on a eu dans cette affaire-là à la fois une rivalité entre deux familles, entre deux modèles de monarchie catholique, entre deux rois qui ont des prétentions à défendre la même foi, le roi très chrétien, côté français, c'est son titre véritable, et le roi catholique, voire même très catholique aussi, on l'appelle comme ça, du côté de l'Espagne. Mais que derrière, on a finalement des débats très complexes sur l'articulation de la religion et de la politique, et quelque part aussi sur le devenir de l'Europe, entre un projet qui se voulait finalement unificateur, universel, côté Habsbourg, et un projet plus compliqué, qui prenait acte finalement de la division religieuse et préconisait des équilibres, la notion d'équilibre. C'est quelque chose qui apparaît sous la plume de Richelieu, et lui-même assume complètement le changement qui est en train de se produire, c'est-à-dire on parle de moins en moins de chrétienté, puisque c'est divisé, et on parle d'Europe, ça y est. Il a même fait, il adore le théâtre, fait représenter une pièce qui s'appelait Europe. Donc quelque part, on voit que la géopolitique était bien dans la tête du cardinal. Je vous remercie. Je vais demander à Julien de prendre ma place. Et après, pour les plus courageux, on pourra répondre à des questions. Merci Thierry pour ce panorama très riche de la géopolitique du XVIIe siècle. Alors on va faire un saut de 4 siècles pour se projeter dans l'histoire du temps présent, dans l'immédiateté de la situation de la Covid, du Covid. Donc j'ai intitulé cette conférence Le monde au temps du coronavirus, une géopolitique de l'incertain. Alors on a beaucoup parlé d'histoire, on va nous aussi engager une démarche d'historien, mais aussi de géographe. On va introduire une dimension géographie assez importante avec un certain nombre d'appuis cartographiques, vous allez le voir tout au long de mon exposé. Alors, la première chose peut-être à remarquer, c'est que cette pandémie que nous vivons maintenant depuis plusieurs mois a bouleversé l'année 2020 et probablement ce n'est pas terminé. On le voit bien dans l'actualité. Et c'est une véritable crise. Plus d'1 million de morts, le grand confinement qu'on a vécu, qui a claquemuré quand même 4 milliards d'individus pendant plusieurs mois, durant le printemps dernier, le commerce mondial qui s'est effondré, une crise économique d'une ampleur inédite. Alors, on peut être stupéfait par les images, les images par exemple à Wuhan, qui est le foyer, l'épicentre de la crise, d'une ville complètement immobile, une ville multimillionnaire, immobile, donc une image tout à fait impressionnante. L'image impressionnante des rayons de supermarchés dévalisés, d'une certaine manière. C'est une image d'un supermarché de Pau le 13 mars, quelques jours avant le grand confinement. Et évidemment, ça interroge l'historien, cette crise, et ça le pousse notamment l'historien du temps présent à actualiser sa réflexion épistémologique sur ce qu'est un événement. Parce que l'historien, en général, il est méfiant vis-à-vis de l'événement, et depuis longtemps. En effet, il y a un siècle environ, je vais un peu trop vite, il y a un siècle environ, de grands débats ont, de grands débats ont eu lieu entre des historiens, les tenants de l'école positiviste, comme on l'appelait jadis, qui était favorable à l'histoire bataille, l'histoire des événements, l'histoire des biographies, et ces positivistes se sont retrouvés très critiqués par un courant d'historiens qui allait être fondateur, qu'on appelle l'école des annales. Et depuis cette époque, les historiens qui s'inscrivent assez largement dans cette tendance des écoles des annales se méfient de l'événement parce qu'il ne dégage pas assez les structures profondes
les structures sociales, économiques, etc., qui fondent véritablement l'histoire. Donc une méfiance qui est d'autant plus forte qu'on est aujourd'hui abreuvé d'événements. Il suffit d'allumer la télévision, regarder Internet, les chaînes d'information nous montrent à quel point tout est événement. Ce qui fait dire à certains historiens, je pense en particulier à Pierre Nora, que l'événement lui-même n'est qu'en fait qu'une construction médiatique. Ce sont les médias qui fabriqueraient l'événement. Donc il faut s'interroger naturellement sur ce qu'est un événement. Est-ce que c'est vraiment une sorte d'artifice, d'artefact? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas digne d'être étudié par l'historien? Est-ce que ce n'est que l'écume des jours? C'est un peu ça la question. Parce que, quand même, alors vous voyez, avec les images, on voit cette déferlante d'informations 24 heures sur 24. Et pourtant, on a quand même l'impression que l'épidémie qu'on vit depuis plusieurs mois maintenant n'est pas une anecdote. C'est quelque chose dont on pressent que c'est grave, qu'il y aura un avant et un après Covid. Donc l'événement tel que les historiens en général le voient et duquel ils se méfient, peut-être que là, il est digne d'être étudié, qu'il est intéressant. Alors, on voit bien que cet événement, en fait, il révèle un certain nombre de structures profondes. Donc là, on va être en accord avec les grandes idées de l'école des annales, c'est qu'on peut parler avec le Covid, et je vais essayer de le démontrer, d'un événement structure. Là, je reprends la formule d'un historien qui s'appelle Christophe Charles, qui explique qu'un événement peut dégager, peut révéler des structures profondes d'une société. On peut même peut-être s'interroger, est-ce que cet événement que l'on vit, est-ce qu'il ne pourrait pas générer une situation de rupture? C'est-à-dire ne pas simplement être un révélateur, mais peut-être être un générateur de basculement, de rupture dans le système mondial, à la fois dans le domaine de la géopolitique, l'étude des rapports de force, des rivalités, mais également de l'économie. Donc, la question que je vais poser, et qui va être un peu le fil conducteur de cette conférence, c'est à quel type d'événement appartient cette épidémie, cette pandémie. Alors, je vais essayer d'y apporter une réponse en 3 temps. Une première partie qui sera consacrée à l'événement structure, qui révèle, qui donne à voir un état du monde. Une deuxième partie qui évoquera le fait que cette pandémie peut accélérer des tendances, catalyser, accélérer des tendances donc déjà à l'œuvre, des tendances lourdes, notamment dans les rapports de force internationaux entre les grandes puissances actuelles, je pense à la Chine, les États-Unis en particulier. Et puis, une dernière partie où on pourrait s'interroger, là c'est un peu le jeu des géopolitologues, faire des scénarios, de la prospective, est-ce que cette pandémie n'est pas un game changer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un événement qui va provoquer un chamboulement majeur dans le domaine de la géopolitique et de la géoéconomie? Alors pour essayer d'y répondre, première partie, un événement structure qui révèle un état du monde. La première des choses que l'on peut remarquer, qui est une évidence, mais les évidences méritent d'être parfois rappelées, c'est que le virus révèle l'interconnexion du monde. On est dans un monde mondialisé, globalisé, très interconnecté. Et la première chose à remarquer, c'est que le virus, il part d'un épicentre, d'un foyer qui est chinois. Donald Trump s'est rappelé que c'est un virus chinois. Et à partir de cette ville de Wuhan, qui est le centre de l'épidémie, il y a eu une propagation, je dirais, proche dans les régions et les pays voisins, en tache d'huile. C'est-à-dire que le virus a gagné d'autres provinces de la Chine, puis le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, le Vietnam également. Ce qui est important, c'est qu'on change rapidement d'échelle. C'est-à-dire qu'après cette première diffusion, cette première propagation, le virus a suivi les liens réticulaires, c'est-à-dire en réseau, de proximité fonctionnelle qui ont été créés par la mondialisation. Je veux dire que le virus va toucher des endroits qui ne sont pas forcément proches géographiquement, mais qui sont proches par les fonctions, c'est-à-dire par exemple les grandes villes. Les grandes villes sont très reliées entre elles, c'est ce qu'on appelle l'archipel métropolitain mondial. Et on se rend compte que ces grandes villes communiquent beaucoup entre elles, qu'elles ont des interdépendances financières, commerciales, intellectuelles, culturelles, etc. Des liens également tissés par les réseaux diasporiques, les diasporas qui circulent beaucoup. Et on voit bien que le virus a suivi les grands axes qui structurent la mondialisation. Alors on peut très rapidement regarder 3 cartes qui permettent vraiment de façon évidente de tirer les conclusions auxquelles j'arrive. Là, il s'agit, on est fin mars, début avril, il s'agit du nombre de cas positifs au Covid, à l'échelle de la planète. Il s'agit des statistiques et des cartes, vous savez, qu'on trouve en libre accès sur le site de l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis.
Donc on voit que les foyers majeurs sont en Extrême-Orient à l'époque, en Europe occidentale, et ça commence à partir de ce moment-là en Amérique du Nord notamment. Il se trouve que ces trois foyers principaux sont les foyers de la mondialisation. On le voit ici avec en particulier cet archipel métropolitain que j'évoquais tout à l'heure. Quand on superpose les deux cartes, on se rend compte que finalement, là où on trouve le virus, c'est là où il y a les grands ensembles urbains, les grandes agglomérations. Et là, une autre carte permet de conclure aussi à la même chose, c'est-à-dire que vous voyez ici les liens aériens, les flux aériens qui relient les endroits les plus mondialisés entre eux. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de prégnance sur les foyers de la mondialisation qu'on appelait autrefois la triade. Donc l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, et puis la façade asiatique du Pacifique. On peut voir également, dernier point de ce thème-là, que la fermeture des frontières en creux, et le confinement naturellement, en creux, en négatif, ont révélé l'interconnexion du monde. C'est-à-dire que la fermeture des frontières a provoqué un effondrement de l'économie, un effondrement du commerce. Là, on voit une carte où justement on voit les pays qui ont décidé, instauré des mesures de restriction de mobilité et de circulation humaine. Et donc le fait qu'il y ait un écroulement, un effondrement de l'économie mondiale suite à ces fermetures montre bien l'interdépendance des différents territoires de la planète. Le deuxième point que l'on peut aborder, c'est que cette épidémie, cette pandémie, révèle également un nouvel ordre économique. Alors, un nouvel, peut-être que l'adjectif de nouveau, de nouvelle, est à discuter. Ça fait 40 ans en vérité que la mondialisation a généré un ordre économique très déséquilibré. En effet, depuis les années 80, en gros les grandes réformes néolibérales inaugurées par Margaret Thatcher et Ronald Reagan, donc fin des années 70 pour Thatcher, début 80 pour Reagan, eh bien, ces grandes réformes ont créé des asymétries qui sont très largement liées à la nouvelle division du travail de l'époque. C'est-à-dire qu'on a délocalisé des unités de production. C'est-à-dire que les pays développés de l'époque, les pays occidentaux, ont gardé chez eux des activités de conception, d'ingénierie, de très haute valeur ajoutée. Par contre, ces pays, les firmes de ces pays ont délocalisé des unités de production là où la main-d'œuvre était moins chère, selon la logique des avantages comparatifs. Donc là, vous avez un document qui montre à travers un exemple d'une entreprise liée à l'informatique, Intel, qui fabrique des microprocesseurs, etc. On voit que les activités d'ingénierie de très haute valeur ajoutée sont toujours aux États-Unis, mais par contre, que l'assemblage des composants, c'est en Chine qu'on va le trouver. Donc, c'est d'une certaine manière la nouvelle donne du système économique mondialisé depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Et cette asymétrie, on la connaissait, bien entendu, théoriquement, tout le monde l'a étudié, les gens qui ont fait un peu de géographie, d'histoire ou d'économie connaissent tout ça. Mais là, on l'a vécu en vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, les effets de ces asymétries nous sont apparus de façon flagrante. Tout d'un coup, on s'est rendu compte, les Français en particulier, que 80% des principes actifs qui rentraient dans la composition des médicaments étaient fabriqués en Inde et en Chine. On venait de découvrir. Alors j'ai quelques chiffres que j'ai trouvés. L'an dernier, en 2019, on a mis sur le marché 254 nouveaux médicaments. 20 en France. 20 étaient fabriqués chez nous. Tous les autres ailleurs, notamment en Inde et en Chine. Donc, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on ne fabriquait plus de biens industriels, notamment stratégiques, en période de pandémie. On s'est rendu compte qu'on ne fabriquait plus de paracétamol, plus de produits anesthésiques, plus de masques, évidemment, plus de gel hydroalcoolique, etc., etc. On pourrait faire une énumération très très longue. Plus de respirateurs, etc., pour les hôpitaux. Par contre, dans le même temps, les Chinois, notamment les Asiatiques en général, mais les Chinois tout particulièrement, eux, ils mobilisaient un appareil productif, industriel, avec beaucoup de force. En particulier, des groupes industriels dans l'automobile, je pense au groupe BYD, une grande marque chinoise, qui s'est mis à fabriquer 5 millions de masques, des bouteilles de désinfectants, etc. Ils ont réussi à mobiliser un appareil productif tout simplement parce qu'eux avaient un appareil productif. Pas forcément ailleurs dans les pays occidentaux. Donc la pandémie nous révèle, nous donne à voir un ordre du monde économique que l'on connaissait en théorie, mais là on a les travaux pratiques, d'une certaine manière. C'est ça qui apparaît un peu brutalement. On a quelques images où on voit justement un port de masque, etc. Bon, on n'avait rien sous la main qu'il fallait bien acheter ailleurs. Le troisième point comme révélateur d'un état du monde, c'est que cette crise de la pandémie du Covid, ou de la Covid,
révèle une crise du multilatéralisme. Alors je rappelle que, très vite, je vais faire rapidement, je ne vais pas faire un cours d'histoire du multilatéralisme, mais rappeler que sous cette notion, il y a deux éléments à prendre en compte. Le multilatéralisme, c'est une technique, c'est-à-dire le fait de négocier, de se concerter, de coopérer avec plusieurs États. Il en faut au moins trois pour parler de multilatéralisme. Et puis, c'est également une vision. C'est-à-dire que derrière, il y a des valeurs, des principes, promouvoir la paix, réguler le monde pour éviter l'anarchie politique, etc. Cette notion de multilatéralisme est une notion qui est très vieille. C'est-à-dire qu'on commence à en voir la genèse avec le congrès de Vienne en 1815, mais évidemment, c'est au lendemain des deux guerres mondiales du XXe siècle que le multilatéralisme va être sur le devant de la scène. La SDN qui est créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, et puis naturellement l'ONU, dont vous avez ici un organigramme, qui est créé en 1945, avec des organes de décision, en particulier un Conseil de sécurité où il y a des membres permanents, mais également des agences qui font partie de la nébuleuse, de la galaxie de l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, la FAO, enfin il y en a beaucoup. Donc tout cela devrait marcher très bien, il y a un organigramme qui est très précis, avec des fonctionnaires qui travaillent, donc tout va bien. En fait, en vérité, la guerre froide dans la deuxième partie du XXe siècle a paralysé cette ONU et ce multilatéralisme. Il faut attendre la fin de la guerre froide des années 90 pour que finalement on imagine que le monde puisse être régi désormais par le multilatéralisme. Ça a été de courte durée, cette idée. Dès le début des années 2000, avec les attentats du 11 septembre 2001, l'intervention américaine en Irak en 2003, on s'est résolu assez rapidement à faire une croix sur le multilatéralisme. Et ce n'est pas l'élection en 2016 de Donald Trump aux États-Unis qui a arrangé véritablement les choses. J'avais repéré quelques mots de son premier discours en 2017 devant la tribune de l'ONU. Il dit aux gens qui l'écoutaient à l'époque, en tant que président des États-Unis, je mettrai toujours l'Amérique en premier. Tout comme vous, en tant que leader de vos pays, mettez toujours et devez toujours mettre vos pays en premier. Ce n'est pas tout à fait le principe du multilatéralisme. On est là dans plutôt quelque chose qu'on appellerait l'unilatéralisme. C'est plutôt cette vision-là qui est défendue par le président américain encore aujourd'hui. Et naturellement, la crise de la Covid a révélé en plein jour, en pleine lumière, cette crise du multilatéralisme. Quand il s'est agi à un moment donné de trouver des positions communes au sein de l'OMS, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Les Américains considéraient que l'OMS était noyautée, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, par les Chinois. Et les Américains ont dit, mais nous, on ne veut pas de cette OMS qui dit tout et le contraire de tout, qui est pilotée de loin en filigrane par Xi Jinping, par Pékin. Par conséquent, on va retirer notre contribution financière. Et c'est la grande décision de Trump, au début de l'année, de ne plus donner d'argent à l'OMS. Vous voyez, pourtant, les Américains, j'avais un document qui le montre, les Américains étaient les premiers contributeurs. Plus de 100 millions de dollars chaque année étaient versés à l'OMS. Tout d'un coup, plus rien. Donc, ce n'est pas le Covid qui crée quelque chose, mais le Covid révèle une situation. Donc, c'est un élément structurel, un événement structurel finalement. Ça peut paraître un peu un oxymore ou une antinomie, ce que je dis là, mais il révèle des structures profondes du monde tel qu'il se dessine, tel qu'il nous est donné à voir aujourd'hui. À la fois un monde qui est interdépendant, un monde qui est hiérarchisé au plan de l'activité industrielle, et en même temps un monde qui est en crise en termes de multilatéralisme. Donc, la question qu'on peut maintenant aborder, je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer de tenir mes trois parties. Le deuxième point, c'est est-ce qu'au-delà du côté révélateur, de l'aspect révélateur que peut avoir la pandémie, est-ce que le virus ne peut pas être également un accélérateur des tendances lourdes? Est-ce que ça ne peut pas catalyser, générer une aggravation de certains rapports de force? Alors, le premier point qui est à mon avis le plus important, c'est celui qui va informer, qui va donner forme au monde des 20 prochaines années. Ça, c'est une évidence. C'est que la pandémie a conforté une rivalité déjà bien ancrée, celle entre la Chine et les États-Unis. Ça, c'est une évidence. Alors, les Chinois, très malins, ont compris que Trump n'était pas favorable au multilatéralisme. Ils l'ont bien vu, c'est une évidence pour tout le monde. Donc, eux jouent aujourd'hui la carte du multilatéralisme, les Chinois. En particulier, ils vont avoir des discours très écologistes, qui vont verdir leurs propos à l'heure même où Trump a décidé d'abandonner et de renoncer aux accords de Paris. Ils vont, depuis quelques années maintenant, essayer de noyauter les agences de l'ONU, prendre la tête de certaines agences, et ils ont réussi aujourd'hui à prendre la tête de 4 agences de l'ONU.
Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ils sont très influents sur l'Organisation mondiale de la santé. Mais il n'y a pas que l'ONU qu'ils cherchent à informer ou qu'ils cherchent à maîtriser. Le multilatéralisme, pour eux, c'est également, d'une certaine manière, proposer une alternative à la mondialisation américaine. C'est ce qu'on appelle le tiensalisme, c'est-à-dire revenir à des considérations au temps de l'Empire comme au temps de l'Empire de jadis, c'est-à-dire d'avoir des relations pacifiques, amicales avec les pays qui entouraient l'Empire à l'époque, les pays dits tributaires. Et donc, il y a une volonté d'actualiser cette théorie impériale de la tienxia, qu'on appelle aujourd'hui le tienxiaïsme, et qui passe par exemple, les nouvelles routes de la soie, dont on connaît l'actualité, mais qui passe aujourd'hui par une dénonciation très violente des valeurs et des discours européens et américains, occidentaux en général. Xi Jinping a mis en place depuis quelques mois, peut-être l'avez-vous entendu dans l'actualité, il a mis en place les loups combattants, comme on les appelle, c'est-à-dire des diplomates très durs, très agressifs dans les ambassades clés de l'Europe, pour dénoncer les valeurs, les principes portés par ces Européens. Par exemple, vous avez ici l'image de l'ambassadeur chinois en Suède, qui dénonce les valeurs des droits de l'homme, l'humanisme européen, qui condamne les discours européens dès qu'on commence à critiquer l'attitude de la Chine sur les Ouïghours, à Hong Kong, etc. Donc, il a mis en place, Xi Jinping, le dirigeant chinois, tout un réseau, finalement, de diplomates très agressifs, très aguerris, pour contrer, d'une certaine manière, le discours occidental. Et on va voir que ça marche. C'est quelque chose qui est très fructueux pour la Chine actuellement. La Chine, en effet, assume complètement ses nouvelles ambitions. On est très loin du temps de Deng Xiaoping. Dans les années 80, il y a une quarantaine d'années, quand il disait, Deng Xiaoping, qu'il faut se cacher, il faut attendre notre heure, il ne faut pas dire qu'on est une puissance, on est encore modeste, il faut faire preuve d'humilité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Xi Jinping le dit, au discours de 2018, donc il y a 2 ans, il dit un grand pays comme le nôtre mérite de grandes ambitions. Ça c'est clair. Il annonce la couleur, et il n'a pas tout à fait tort, c'est la deuxième économie de la planète. Première économie, si on parle en PIB, parité de pouvoir d'achat. Deuxième économie en PIB nominal. C'est le premier producteur de charbon, c'est le premier détenteur de réserves de change. C'est un pays qui est incontournable. Xi Jinping, au fond, a raison de dire que voilà, il y a de grandes ambitions. Alors, je m'interromps 2 secondes pour saluer l'arrivée de notre proviseur du lycée Barthou, M. Rottier, qui arrive juste au milieu de l'intervention. Donc cette prégnance finalement de la Chine aujourd'hui provoque naturellement une compétition avec les Américains, un mécontentement très fort des Américains qui sont en danger économique, en danger géopolitique. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la guerre commerciale, la guerre technologique autour de la 5G, autour de l'affaire de Huawei, tout le monde a entendu parler, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est dans un contexte, un cadre beaucoup plus large. Et dans ce cadre tendu de rivalité croissante, s'opère aujourd'hui une militarisation de plus en plus importante, de plus en plus inquiétante. Vous voyez ici la courbe des dépenses budgétaires et des projections de dépenses budgétaires pour les États-Unis. On atteint pour 2021, l'année prochaine, probablement on excédera les 800 milliards de dollars de budget militaire. C'est-à-dire que tous les budgets militaires du monde, quand on les additionne, ça reste inférieur aux 800 milliards qui vont être engagés par l'administration américaine. Les Chinois, eux, ont augmenté également leur budget militaire dans des proportions moindres, mais on atteint quand même quelque chose comme 200 environ milliards de dollars pour cette année. Donc évidemment, cette militarisation n'est pas sans rappeler, au moins de loin, le contexte de guerre froide qu'on a connu dans les décennies précédentes. Alors voilà, des éléments où justement on voit cette tension économique, un boycott, appel au boycott qui a été lancé notamment en Amérique. Et cette guerre froide qui est réellement perceptible pourrait même se réchauffer, pourrait devenir chaude. Alors on le voit, il y a quelques points chauds qui inquiètent. Et que le Covid ou la Covid a pu d'ailleurs aggraver. Ce sont des tensions qui ont été particulièrement notables, qui se sont aggravées durant les mois du printemps dernier. En particulier en mer de Chine. La mer de Chine, c'est la mer chinoise, c'est-à-dire c'est une mer stratégique. D'abord parce qu'elle ouvre vers le Moyen-Orient, par le détroit de Malacca. Par ailleurs, elle est très riche en ressources, notamment halieutiques, mais elle est également très riche en matière d'hydrocarbures, notamment en gaz, en offshore,
au large de certains îlots, dans les archipels des Paracels ou encore des Spratlys. Donc là, les Chinois considèrent qu'il y a un enjeu. Et ils ont intérêt, on parlait tout à l'heure, Thierry Sartel parlait de l'enjeu, des enjeux qui étaient une notion éminemment géopolitique. Les enjeux, c'est ce qu'il y a à gagner ou ce qu'il y a à perdre. Il y a beaucoup à gagner. Qui maîtrisera la mer de Chine maîtrisera beaucoup d'éléments stratégiques. Alors, cette mer de Chine, vous voyez, les points d'accrochage possibles, on les retrouve en mer de Chine méridionale, autour des Paracels. Donc on voit ici les archipels que j'ai entourés de rouge, les Spratlys, mais également un peu plus au nord, vous avez autour de l'archipel des Senkaku, qui est très disputé avec le Japon en particulier. Et durant le printemps, alors que tout le monde était très inquiet et évidemment les yeux rivés sur les chaînes d'information à propos de la Covid, eh bien, les Chinois, en avril dernier, eux, qui avaient plus ou moins réglé leurs problèmes épidémiques, étaient en train de couler un bâtiment vietnamien en mer de Chine. Ils ont coulé un bateau en avril dernier. Ça n'a pas fait la une des journaux. Et pour autant, ça a provoqué un véritable effroi dans la région. Les Vietnamiens, les Philippins, les Singapouriens ont commencé à avoir peur, commencent depuis un moment à avoir peur, et réclament l'aide, la protection des Américains. Donc on a une situation qui était déjà préalablement très tendue. Le Covid n'a rien créé en l'occurrence, mais il a aggravé. Ça a été l'occasion également, parce que les médias étaient focalisés sur autre chose, parce que le monde était préoccupé par d'autres éléments, les Chinois ont profité pour avancer leur pion dans la région. Également comme point de tension qui aujourd'hui pose un véritable problème, la question de Taïwan. Je vous rappelle que dans quelques années, en 2049, on va fêter en Chine le centenaire de l'arrivée au pouvoir de Mao Tse-tung. Tous les géopolitologues, en particulier aux États-Unis, je pense à John Mearsheimer, qui est un grand géopolitologue américain, considèrent qu'avant 2049, le pouvoir chinois, le pouvoir de Pékin, cherchera à récupérer Taïwan, cherchera à faire que Taïwan, cette île qui a fait sécession en 1949, eh bien, que cette île revienne dans le giron de Pékin. Et en septembre dernier, là encore, les médias n'ont pas relayé avec beaucoup de force cet événement qui pourtant était très important. Pour la première fois depuis longtemps, des bombardiers, des avions de chasse chinois, donc chinois je veux dire de Pékin, ont franchi la ligne de démarcation, qui est une ligne un peu imaginaire, qui est un peu informelle, vous voyez représentée en rouge sur la carte, qui partage en deux le détroit de Formose, qui sépare la Chine continentale et Taïwan. Et bien pour la première fois, des avions de chasse et des bombardiers ont franchi cette ligne-là, ce qui a provoqué là encore un émoi considérable à Taïwan. Évidemment, les histoires à Hong Kong, la répression à Hong Kong, l'arrestation cet été et à la fin du printemps d'un certain nombre d'opposants, comme le milliardaire Jimmy Lai par exemple, tout cela mécontente beaucoup les Occidentaux et notamment les Américains qui soutiennent Taïwan, qui soutiennent naturellement Hong Kong. Alors, toutes ces confrontations, en tout cas ces tensions, sont inquiétantes et certains Américains, je pense à l'école, ce qu'on appelle en géopolitique l'école réaliste américaine, qui est portée par des politistes comme Graham Allison ou encore comme John Mearsheimer que j'ai évoqué, s'inquiètent beaucoup et pensent qu'on pourrait se diriger vers une guerre, vers une confrontation militaire. Malgré les interdépendances économiques entre les deux grands, on pourrait éventuellement aller vers une guerre. Alors, vous connaissez probablement cet ouvrage qui est sorti en 2018 aux États-Unis, 2019 qui a été traduit chez nous, Vers la guerre, l'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide. Graham Allison nous explique que dans l'histoire, quand deux puissances, l'une émergente et l'une déjà établie depuis longtemps, se confrontent, rentrent en rivalité, eh bien, en général, ça se traduit dans 11 cas sur 15 par une déflagration militaire. C'est-à-dire que pour lui, il y a de fortes chances, 11 cas sur 15, pour qu'il y ait un affrontement militaire direct entre les deux grands. Alors bon, on n'a pas le temps, parce que, encore une fois, c'est assez court, mais j'avais prévu de projeter une petite vidéo où on voit un spot publicitaire qui est très exemplaire, très instructif, de l'armée chinoise, alors avec vraiment une mise en scène hollywoodienne, hein, c'est quelque chose avec un son très fort, etc., où on voit des avions de chasse qui bombardent et détruisent une île tout à fait théorique, qui n'existe pas a priori. Mais quand on regarde la forme de l'île, qu'a fait la CIA, eh bien cette île en question, c'est Guam. C'est l'île de Guam, c'est-à-dire une île qui est une base américaine.
Donc en fait, les Chinois développent des spots vidéo où ils sont en train de montrer que leur armée est capable de détruire l'île de Guam. C'est quand même quelque chose d'inquiétant, c'est quelque chose qui en tout cas provoque une tension importante entre ces deux superpuissances. Alors ça c'était pour, je dirais, ce qui est à mon avis l'élément majeur, c'est-à-dire le fait de finalement avoir une aggravation de la confrontation entre les Américains et les Chinois. Deuxième élément qui peut être catalysé et aggravé par la pandémie, c'est la désoccidentalisation du monde, qui va de pair avec le premier point que j'évoquais. L'Occident, en effet, n'a pas donné la meilleure image de lui-même ces derniers temps. C'est le moins qu'on puisse dire. L'Occident était persuadé qu'il était invulnérable. Pourtant, Dieu sait qu'il y avait des rapports qui ont été écrits, qui ont été produits depuis une dizaine d'années. Le livre blanc de la défense en 2008, le rapport de la CIA, qui d'ailleurs a été traduit en français en 2008 et préfacé par Alexandre Adler, les vidéos de Bill Gates depuis 2015, on les voit sur YouTube, qui montrent que les pandémies, les difficultés liées à la diffusion d'un virus, c'était prévu. En tout cas, c'était quelque chose qu'on pouvait imaginer assez facilement. L'Occident n'y a pas vraiment cru, les dirigeants n'étaient pas préparés, et en témoignent des images choc. On a vu l'image quand même incroyable des fosses communes à New York au printemps dernier. On a vu des gens mourir dans les couloirs des hôpitaux madrilènes. C'est des choses qui, évidemment, pour un Occident qui était un peu triomphant, qui était la référence, c'est quelque chose qui apparaît très choquant et très troublant. Alors, il y a quelques chiffres où on voit le nombre de décès, de morts, par exemple. Ce que vous voyez ici en bleu un peu foncé, c'est le nombre de morts en Europe, et en bleu clair en Amérique. Donc, vous voyez que l'Amérique et l'Europe, l'Occident, finalement, ont la triste palme, le triste record des décès à l'échelle du monde. On peut faire la même remarque avec les cas positifs. Alors je passe un peu vite pour expliquer que cette thèse d'un Occident qui n'a pas pris la mesure et qui s'est révélé incompétent, c'est une thèse qui est défendue par un très grand géopolitologue singapourien. Alors il n'est pas vraiment traduit en français, il y a quelques articles qui ont été traduits en français, la plupart c'est en anglais, qui s'appelle Kishore Mahbubani, et qui parle de l'avènement du siècle asiatique. Le Covid, la Covid, a créé, en tout cas a généré, l'avènement du siècle asiatique et le déclin de l'Occident. La norme, désormais, sera chinoise. La norme de gouvernance, la manière de diriger les pays, de s'occuper des populations, ce ne seront plus des valeurs occidentales qui organiseront tout ça, mais des valeurs chinoises ou asiatiques. Alors, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que cette thèse fait recette dans les pays en développement, notamment en Afrique. D'ailleurs, là, le très bel article de Mahbubani qui a été publié dans The Economist en avril 2020, il n'a été traduit en français que par l'intermédiaire d'un journal africain du Cameroun. C'est les Africains qui ont traduit en français cet article. Et les Africains considèrent que c'est fondamental ce qui est dit par ce géopolitologue, parce que désormais, ce qu'il faudra suivre comme modèle, c'est le modèle de gouvernance de Pékin. Ça fait réfléchir naturellement, c'est quelque chose qui interroge le modèle occidental. Cette désoccidentalisation profite à certaines puissances qui en profitent donc pour émerger ou réémerger. Alors, je passe vite sur quelques documents pour arriver à celui-là. Il s'agit, vous connaissez bien cette région du monde, elle a été sous le feu de l'actualité en 2014, il s'agit de la partie orientale de l'Ukraine. Vous savez qu'en 2014, la Russie de Poutine a annexé la Crimée. Ce que l'on sait parfois moins, c'est que d'autres parties du territoire ukrainien ont été également largement mis sous la tutelle de la Russie, en particulier la région qu'on appelle le Donbass. Et des principautés indépendantes ont été instaurées sous la tutelle, la haute autorité de Vladimir Poutine. Au printemps dernier, Poutine a obligé le gouvernement de Kiev, ukrainien, à reconnaître l'indépendance de ces principautés, de ces régions de Donetsk, etc., dans le Donbass. On n'en a pas parlé beaucoup. C'est des choses qui étaient déjà en cours, mais que le Covid a d'une certaine manière aggravé. Notre attention était attirée vers d'autres horizons, par exemple. On remarque que de plus en plus, on assiste à une alliance, à une forme de rapprochement entre le géant chinois et le géant russe. La recréation, au sens propre du terme, de ce que le géographe britannique Mackinder appelait le Heartland, c'est-à-dire cette Eurasie de laquelle, disait-il, on est au début du XXe siècle, tous les dangers viendront. Et qui, d'une certaine manière, rappelle un petit peu les problématiques de la guerre froide, de la deuxième partie du XXe siècle. Voilà une image qui est un peu amusante, qui est
assez étonnante, où l'on voit lors d'une conférence, enfin d'un sommet de coopération économique qui s'est tenu il y a quelque temps à Vladivostok, on voit les deux dirigeants Xi Jinping et Vladimir Poutine avec une forme de connivence en train de faire la cuisine devant les médias, devant les photographes, etc. Donc voilà, on voit bien que les vieux empires d'autrefois, finalement, reprennent du poil de la bête. On le voit également en Turquie. Les Turcs qui lorgnent avec intérêt ce qui se passe dans l'est de la Méditerranée où on a découvert des gisements de gaz. Et on a vu que ça avait déchaîné des foudres des Grecs et des Français avec les Grecs. Et on est dans un rapport de force, dans une épreuve de force avec le néo-sultan Erdogan aujourd'hui. Idem avec le soutien que Erdogan peut apporter à l'Azerbaïdjan dans sa volonté de mettre la main sur le Haut-Karabakh. On est en plein dans l'actualité. Et on pourrait multiplier encore beaucoup d'exemples. Donc l'idée, c'est que à l'heure où l'Asie finalement devient d'une certaine manière la référence, eh bien l'Europe et l'Occident en général déclinent, s'effacent, et en même temps se rend compte que les anciens empires d'autrefois se recréent, qu'il y a une problématique de recréation des vieux empires. Alors ça, c'était pour le deuxième point, le Covid, la Covid, qui d'une certaine manière aggrave des éléments qui étaient déjà prégnants. Troisième point, la pandémie renforce également des fragmentations à toutes les échelles. Alors je vais aller un peu plus vite, mais la pandémie renforce d'abord le sentiment et le cadre national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une exaltation dans les propos, dans les discours politiques, des choix sanitaires, par exemple. Là, il y a une mise en scène il y a quelques semaines où on voit Xi Jinping qui remet des médailles en or, etc., aux médecins valeureux qui ont combattu l'épidémie, sous les ors du palais du peuple, sur la place Tiananmen, à Pékin. Pareil, quand on regarde les discours et les propos qui ont été tenus par certains Européens, je pense aux Suédois dont les choix ont pu être critiqués, vous savez qu'ils n'ont pas confiné comme leurs voisins, mais il y avait une journaliste suédoise qui disait « N'ayez pas peur, soyez fiers, vous êtes Suédois ». Ça va marcher. Donc il y a une forme d'exaltation à travers des choix, et notamment des choix sanitaires, une exaltation du sentiment national. La course au vaccin s'inscrit dans la même logique. Enfin, regardez le nom que Poutine, enfin que les Russes ont donné à leur vaccin. Sputnik, tout un programme. On se croirait revenu 60 ans en arrière avec la guerre froide. Et puis la fermeture des frontières qui a présidé au confinement, etc. Un certain nombre d'hommes politiques, je pense à Trump en particulier, on en profité, il a fait un décret le 21 avril pour réduire le plus possible l'accès à la green card, vous savez, à cette carte verte qui permet à des étrangers de s'installer durablement aux États-Unis. Donc la pandémie a renforcé un sentiment national dans le cadre des États-nations, mais pas que. Également dans le cadre des régions marquées par des volontés séparatistes. C'est le cas de l'Écosse, je prendrai que l'exemple de l'Écosse, on peut parler de la Catalogne également, où les autorités écossaises ont critiqué vraiment à qui mieux la politique, il faut dire assez erratique, de Bojo, de Boris Johnson. Bon, c'est des éléments qui ont avivé le sentiment national écossais. Donc le Covid est un prétexte pour aviver des choses qui étaient déjà là, qui sourdaient depuis un moment, mais c'est pas qu'un révélateur, c'est aussi quelque chose qui catalyse et qui aggrave. Des antagonismes entre régions. Alors j'ai pris cette image un peu amusante, mais des régions qui n'ont pas envie d'être indépendantes ou d'être dans une forme de séparatisme, mais des régions qui ont mal vécu, par exemple en France, l'arrivée de Parisiens au moment du confinement. L'île de Ré, la Bretagne, la Dordogne, bon, les petits mots qui étaient laissés sur les pare-brises des voitures immatriculées dans la région parisienne n'étaient pas forcément des mots d'amour. On a vécu la même chose en Italie. Les Sardes, la Sardaigne a très mal vécu l'arrivée des Lombards qui fuyaient l'épidémie au nord du pays. Les inégalités, enfin, ne sont pas simplement, enfin, les fragmentations ne sont pas simplement territoriales, elles sont également des fragmentations sociales. C'est-à-dire que les populations les plus vulnérables ont été touchées par l'épidémie. Des études importantes ont été faites, je pense notamment dernièrement, ça a été rendu public il y a quelques jours, une étude importante de l'INSERM qui montre bien que les populations les plus vulnérables qui ont été le plus touchées par la maladie et qui ont perdu du pouvoir d'achat, c'était les agriculteurs, c'était des immigrés dans notre pays, en France, de première et de deuxième génération, des travailleurs précaires, des gens qui travaillaient à temps partiel, etc. Ils ont plongé dans une forme de lumpenprolétariat. Pareil pour les États-Unis, c'est la population afro-américaine, il y a des cartes qui le montrent très bien, qu'on peut trouver partout, qui montrent que ce sont ces populations-là qui ont payé le prix le plus cher, le plus lourd à la Covid. Dans les pays en développement, dans les PED,
L'impact a également été très important au moment où on a fermé les frontières, où le tourisme s'est effondré en particulier. Beaucoup de travailleurs qui travaillaient dans le secteur informel, les faux guides, etc., qu'on voit dans les vieilles villes, au Maroc ou ailleurs, eh bien, tous ces gens-là se sont retrouvés vraiment au chômage, sans activité, provoquant un véritable désarroi et des situations économiques et sociales très dures. Pareil, dans les pays qui avaient engagé des réformes sociales, en particulier le Nigeria, qui voulait instaurer, au début de l'année dernière, il voulait instaurer un revenu minimum pour les populations les plus modestes, et bien leur très forte dépendance en matière d'hydrocarbures, d'exportation d'hydrocarbures envers la Chine, les a privés de revenus tout à fait fondamentaux, et par conséquent, parce que la Chine a acheté moins naturellement de pétrole, et ils ont remis à plus tard, ils ont ajourné leur politique qui était une politique sociale. Donc évidemment, ça aggrave encore les difficultés pour les populations les plus vulnérables. Alors je passe sur les documents, simplement pour vous dire que cette aggravation de la pauvreté, elle a pu ou elle pourra peut-être dans l'avenir aviver des tensions politiques et avoir un fort impact géopolitique. Par exemple, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de think tanks, etc., des gens qui ont des réseaux très bien informés, nous expliquent que la région des Grands Lacs africains en particulier, en étant appauvrie par les méfaits de la Covid et des confinements généralisés, a d'une certaine manière créé ou aggravé des tensions ethniques entre Hutus et Tutsis. Et certains voient là une déflagration possible de nouveau dans cette région africaine des Grands Lacs. Donc on le voit, la Covid n'a pas créé quelque chose à proprement parler, mais a aggravé une situation qui préexistait et qui peut, dans le contexte actuel, peut apparaître très embêtante, très problématique et très dangereuse. Le troisième point que je vais essayer de traiter rapidement, troisième point de cette intervention, c'est le virus qui peut éventuellement, au-delà de son aspect révélateur et catalyseur, être un game changer, c'est-à-dire peut provoquer une rupture ou géopolitique ou géoéconomique, c'est-à-dire avoir une influence forte de l'ordre de la rupture dans la manière dont les pays sont gouvernés, dont les économies sont dirigées. Premier point, donc c'est un peu des scénarios qu'on peut imaginer, et là on fait un travail de prospective finalement. Le premier point qu'on peut peut-être aborder, c'est que le capitalisme pourrait s'en trouver changé de cette crise de la Covid. La crise a été terrible, on n'en est pas tiré naturellement, on voit avec quelques documents que je vous projette l'effondrement du commerce mondial, probablement moins 30% quand on fera le bilan à la fin de l'année, au minimum moins 30%. On voit ici l'effondrement du tourisme, de 1,4 milliard et quelques de touristes en 2019, on passe dans le scénario le pire à 0,3 milliard. Donc imaginez les ressources importantes qui peuvent normalement être créées par le tourisme qui viendront à manquer. Je pense à un pays comme la France, je vous rappelle qu'on est le premier pays touristique du monde avec 80 millions de visiteurs chaque année. Donc naturellement, l'impact est considérable. Un impact considérable qu'on voit bien quand on regarde les images qui montrent les émissions des gaz à effet de serre en Europe. On voit bien qu'avec les confinements successifs, eh bien, on voit bien que les activités polluantes ont été réduites. Alors c'est très bien pour la planète, mais en même temps, ça révèle que l'économie était dans une situation de blocage très dure. Et puis, les chiffres, le chômage partiel, on part de 0 début mars en France, et on arrive à 12 millions 2 mois plus tard, de gens qui sont mis au chômage partiel. Donc tout cela, ça montre les fragilités, les limites de la mondialisation néolibérale telle qu'on a pu la décrire dans la première partie. Alors, beaucoup d'idées peuvent surgir. Est-ce qu'on va vers une démondialisation, c'est-à-dire un retour des frontières économiques, du protectionnisme? Des gens comme Jacques Sapir, par exemple, le promeuvent cette idée. Le grand retour de l'État protecteur, c'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui. Les États qui s'endettent pour prendre en charge à la fois le choc social pour des gens qui sont au chômage, mais également pour prendre en charge des entreprises qui sont en train de faire faillite. Et cet endettement public atteint des sommets tout à fait considérables. Là, il s'agit de la dette fédérale des États-Unis, qui va dépasser les 100%. Pour notre part, en France, vous savez, on va atteindre les 115% du PIB, donc des taux, des sommets qu'on n'avait jamais atteints auparavant, et qui d'ailleurs génèrent une intervention importante des banques centrales qui rachètent des dettes, etc., des dettes hypothécaires. 2200 milliards de créances ont été rachetées par la Fed, par la Banque fédérale, la Banque centrale américaine. On peut imaginer peut-être un changement capitalistique si jamais on décide enfin peut-être de retrouver notre indépendance industrielle. Alors
on est à Pau, donc on va rendre hommage à notre maire, mais la création du Haut Commissariat au Plan, dirigé actuellement par François Bayrou, s'inscrit dans cette logique. C'est-à-dire créer une planification qui permette peut-être de garantir une indépendance stratégique industrielle. D'ailleurs, dans le plan de relance qui a été engagé par le gouvernement, 1 milliard d'euros sont prévus pour des relocalisations, etc. On a des éléments qui peuvent être étudiés. Le capitalisme pourrait également connaître une transformation numérique, c'est la thèse de l'économiste Daniel Cohen, ou encore connaître une forme de verdissement. On sait bien que la Covid, à l'origine, c'est une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie qui vient des animaux sauvages, et elle s'est transmise à l'espèce humaine parce que on est de plus en plus en contact avec le monde sauvage, puisque par l'urbanisation, par le développement des villes, eh bien, on grignote, on fait ce qu'on appelle un mitage en géographie, on grignote des espaces qui sont de moins en moins sauvages, on se retrouve en confrontation avec ce type d'espèces comme la chauve-souris ou le pangolin. Deuxième point, deuxième élément, peut-être que c'est l'occasion de favoriser de nouvelles formes de coopération. Alors, on a dit qu'il y avait un retour sur les États, c'est vrai, mais en même temps, est-ce que ça ne pourrait pas être l'occasion aussi de faire de nouvelles formes de coopération entre les États, tant hostiles? Je donnerai juste un exemple, je ne vais pas trop développer, mais on a vu des pourparlers, c'est tout nouveau, à l'occasion de la Covid, entre le Venezuela et la Colombie. Ça faisait 1 an qu'ils ne se parlaient plus, qu'il y avait une rupture des relations diplomatiques. Donc là, on a un dialogue qui a été rétabli dernièrement. On pourrait multiplier quelques exemples par ailleurs. Des mouvements de coopération entre les pays du Sud, à travers en particulier la Banque asiatique d'infrastructure qui est pilotée par les Chinois et qui cherche à organiser une aide et un développement pour les pays émergents en particulier. Ou encore une aide qui pourrait aller des pays du Sud, des pays en développement, vers les pays du Nord. Le Bangladesh, qui n'est pas un pays du Nord, a envoyé 6,5 millions de masques aux États-Unis au printemps dernier. Donc on a peut-être une nouvelle rupture dans l'organisation des rapports Nord-Sud qui pourrait être envisagée. Et puis enfin, pour la fin de ce paragraphe, le cas de l'Union européenne. On a assisté quand même au mois de juillet, alors depuis le printemps, il y avait des pourparlers qui ont été parfois un peu compliqués, où Emmanuel Macron en particulier a cherché à faire entendre fortement sa voix, des pourparlers pour aller vers une mutualisation de la dette. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire dans la crise de 2008, il y a eu un rejet de la part de ce qu'on appelle les États frugaux, les radins, on les appelle, qui ne veulent pas partager. En particulier, pas payer pour les États Club Med, comme on les appelle, c'est-à-dire les États méditerranéens, la Grèce, l'Italie, la France, etc. Donc, on a un plan qui a été ratifié, en tout cas qui est envisagé de 750 milliards d'euros, et qui va être en partie, pour moitié environ, financé par une dette commune. C'est un pas de plus vers le fédéralisme, donc on peut imaginer qu'il y a un changement, une nouvelle orientation de l'Union européenne. C'est bien que l'Union européenne avance toujours vers le fédéralisme par les crises. C'est les crises qui font toujours avancer la construction européenne dans le cadre de la méthode communautaire. Le dernier point, pour conclure, la pandémie peut être un game changer politique à l'échelle des États. Tout bêtement, si un virus frappe la classe dirigeante et que l'on ait des dirigeants qui meurent, ou qui soient empêchés. La question s'est posée avec Boris Johnson au printemps, mais avec Donald Trump récemment. Bolsonaro également qui a été touché par la maladie. Donc le virus peut tout simplement provoquer une rupture politique par le fait de toucher, médicalement parlant, physiologiquement parlant, des dirigeants. Par ailleurs, la pandémie peut être un game changer parce que les gens, les populations, peuvent juger de la pertinence, d'efficacité des mesures prises par les gouvernements. On peut avoir des populations qui vont être mécontentes. Il peut y avoir des critiques, on a beaucoup entendu des critiques à propos du manque de prévoyance en Europe, en particulier le fait qu'on n'ait pas de masques, qu'on n'ait pas géré les stocks comme il fallait. Il y a même une enquête parlementaire qui a été lancée, etc. Donc c'est des choses qui peuvent être de l'ordre de la critique. Par ailleurs, notons quand même que les gouvernements, en général, même si on peut les critiquer, ont recueilli plutôt des opinions favorables. C'est typique d'un phénomène de défense. On est en guerre, c'est le discours, la rhétorique que l'on a, donc on est plutôt derrière celui qui mène la guerre. C'est rare de lâcher le dirigeant en cours de combat. On verra plus tard. On verra s'il y a des choses à régler, s'il y a des règlements de compte politiques, électoraux. Bon. Et puis en même temps, comprenons bien que les hommes politiques recueillent des opinions favorables, mais aussi ils ont la main sur les médias, y compris dans les régimes de démocratie libérale. Et donc ils n'hésitent pas à se mettre en scène, à théâtraliser des choix, des options politiques. Alors je prends 2 exemples. Le nôtre en France, quand Emmanuel Macron se rend le 25 mars à Mulhouse pour inaugurer, si je puis dire, l'hôpital de campagne
pour accueillir les malades de la Covid, il met en scène toute une rhétorique guerrière, de sacrifice guerrier qui n'est pas anecdotique, qui veut dire quelque chose. Bon, le mieux peut-être, c'est Donald Trump. Alors lui, bon, là encore, on pourrait, bon, j'avais une petite vidéo, mais on n'a pas le temps, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche après son séjour de quelques jours à l'hôpital est un summum hollywoodien. Où on voit l'arrivée en hélicoptère, on voit la musique triomphale, enfin c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Donc il y a une théâtralisation qui n'est pas que l'apanage des régimes autoritaires ou des régimes illibéraux, comme on les appelle parfois. Et ça nous amène à nous interroger sur les mesures de contrôle social que les pays, que les États ont pu mettre en place. Dans les dictatures et les démocratures, hein, c'est un terme un peu pas très beau comme terme, c'est des démocraties libérales, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas véritablement des dictatures, mais qui, on va dire, ont un relatif contentieux avec les règles de la démocratie libérale traditionnelle et qui provoquent et qui mettent en place des règles illibérales. La Hongrie, par exemple, Viktor Orban. Dans ces dictatures ou démocratures, c'est normal, d'une certaine manière, de faire du contrôle social. Bon, les Chinois, ils ont l'habitude, ils ont permis à point, vous savez, numérique. Si jamais vous traversez pas comme il faut le passage coupé, vous perdez des points, puis quand vous n'avez plus de points, votre visage s'affiche dans les gares et les aéroports, vous êtes montré du doigt, vous ne pourrez plus prendre ni le train ni l'avion, et vous aurez des accès très compliqués à des soins médicaux ou autres. Donc, je veux dire, c'est un classique des régimes illibéraux. Dans les démocraties libérales, c'est un peu plus compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'on a eu, effectivement, à travers les logiques de confinement, des logiques parfois erratiques. On a bien vu les problèmes que les Marseillais ont pu éprouver quand on leur a dit, voilà, il y avait des contraintes dures sur les restaurants et les bars chez eux, alors qu'à Paris, au même moment, qui avait Paris des indicateurs sanitaires à peu près équivalents, les mesures étaient moins rigoureuses. Donc on voit que des fois, c'est mal compris. Et ça génère des contestations. Et qui dit contestation, naturellement, dit théorie du complot, complotisme, avec une nébuleuse qui nous vient des États-Unis. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est tout à fait exemplaire, hein, c'est très intéressant à étudier. Ça s'appelle QAnon. QAnon, alors Q, ça veut dire c'est tous les dossiers un petit peu secrets, stratégiques dans la nomenclature de la CIA, commencent toujours par Q, la lettre Q. Et puis Anon pour Anonymous. En fait. Donc c'est les dossiers très brûlants, mais anonymes. Et cette nébuleuse a des ramifications chez nous en Europe, notamment dans tous les mouvements anti-masques. On voit bien qu'ils noyotent les mouvements anti-masques, notamment en Allemagne, avec des ramifications vers l'extrême droite, Pegida, l'AfD, qui sont des partis politiques, notamment qu'on trouve dans la partie orientale de l'Allemagne. Donc on voit que ces mesures de confinement, de restriction de mobilité, et on a vu, hein, j'avais gardé pour la fin, ça doit vous rappeler des souvenirs, c'est pas très heureux, mais l'attestation qu'on devait remplir, etc. Bon, c'est quelque chose d'assez étonnant dans des démocraties libérales où on a une liberté de mouvement. Toutes les contestations par rapport à ces règles-là, dont on peut comprendre par ailleurs l'utilité, je ne dis pas le contraire, mais il y a des gens qui considèrent que c'est des atteintes profondes à des droits fondamentaux, et ça peut générer des troubles, et pourquoi pas provoquer le fameux changement politique que j'évoquais, le game changer politique, pourquoi pas dans cette voie-là. Le dernier point, je suis déjà beaucoup trop long, mais le dernier point, la conclusion que je voulais aborder, c'est que probablement, la Covid ne va pas générer un monde nouveau. Je rebondis sur ce que Thierry Sartel a dit tout à l'heure. 2020 n'est pas 1748. Ce n'est pas le traité de Westphalie, ce n'est pas un nouvel ordre international qui est créé. Ce n'est pas 1945 non plus, 2020. Néanmoins, c'est un événement important qui révèle des failles, qui révèle une structure du monde avec des failles, qui accélère des changements qui étaient déjà à l'œuvre, des tendances lourdes. Et on retiendra dans cet ensemble, qui est très vaste, et on pourrait développer beaucoup plus, on retiendra le rôle tout à fait essentiel de la Chine. La Chine devient la grande puissance du monde d'aujourd'hui. On remarquera en contrepoint l'effacement relatif du monde occidental, un monde occidental qui est encerclé par l'empire du milieu, qui renforce ses liens avec les pays en développement. On a l'impression d'un changement véritablement de paradigme géopolitique. Alors, la crise du Covid est tout sauf anecdotique, hein, je reviens sur ce que je disais dans l'introduction, l'historien qui n'aime pas l'événement, là c'est un événement intéressant, il n'est pas anecdotique, même si l'évidence de l'événement n'apparaît généralement que plus tard, de façon rétrospective. Je vous remercie. Pour ceux qui le souhaitent, je crois que tu appuies. Pour ceux qui le souhaitent, on peut répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Je vais faire
effacer peut-être le... Oui. Le temps, déjà, j'ai débordé largement le temps que j'ai avoir. Je suis désolé. Bon, écoutez, merci de votre attention. Alors, juste peut-être pour compléter, enfin, pour ma part, mais je pense qu'il faut aussi, le texte de la conférence, aussi, vous le retrouverez, peut-être pas immédiatement, il faudra le temps de le finaliser, mais je le déposerai sur le site, le carnet de l'IGLB, dont Elisabeth vous a parlé tout à l'heure. Hein. C'est un texte que vous retrouverez avec peut-être un développement plus précis, des chiffres, etc. Je suis allé très très vite, même si j'étais trop long, j'ai quand même été relativement rapide pour les points importants. Très bien, merci beaucoup.